Bienvenue à Creative Development with AFC. Mon nom est Makhtar Diop, directeur général de la Société financière internationale. J'ai l'immense plaisir aujourd'hui d'accueillir un grand musicien sénégalais, Ablaye Cissoko. Ablaye est un virtuose de la kora, un instrument de musique à cordes originaire du Mali que l'on trouve en Afrique de l'Ouest, en Gambie, Sénégal, Guinée et Guinée-Bissau. Reconnu comme l'un des plus grands joueurs de kora au monde, Ablaye est réputé pour son art qui mélange les sonorités et marie les traditions mandingues avec la musique contemporaine. Ablaye s'est produit dans le monde entier, aux côtés de grands noms de la musique comme Randy Weston. Il a créé à Saint-Louis du Sénégal une école de kora pour les jeunes et le festival Autour des cordes. Il a fait de cet événement un événement majeur dans le développement culturel de la ville de Saint-Louis. Ablaye, bienvenue dans Creative Development with AFC. Bonjour Ablaye, c'est un plaisir énorme de vous recevoir ici à Creative Development. C'est un podcast qui nous permet de voir un peu comment lier le développement à l'art, à la musique. D'abord, parlez-nous un peu de vous. Vous venez du côté maternel et du côté paternel des plus grandes familles de joueurs de kora au Sénégal et dans la sous-région. Expliquez un peu, pour ceux qui ne connaissent pas un peu cette tradition, ce que cela signifie. Oui, je suis d'une ethnie mandingue où j'ai trouvé mes ancêtres jusqu'à mes parents qui jouent de la kora. Mon côté maternel, c'est la Lokeba Dramé, pour ceux qui connaissent, et mon côté paternel, Sunjulu Cissoko. Et donc j'ai grandi dans cette grande concession autour de mes oncles et de mes cousins où on est initié à la kora. Donc je suis né griot, donc cet instrument que j'ai hérité qui est la kora, donc je l'ai toujours trouvé. J'ai eu la chance de naître dans cette famille de griots et j'essaie de les représenter le plus normalement possible. Un de vos albums, je crois, s'appelle Traversée. Et il semble que toute votre vie, c'est une traversée. Hein? Vous avez traversé de Kolda, qui est le sud du Sénégal, à Saint-Louis, qui est au nord du Sénégal. Vous traversez du Sénégal pour aller à Constantinople. Vous traversez du Sénégal pour aller en Allemagne. Vous traversez du Sénégal pour aller au sud de la France. Mais qu'est-ce que signifie toutes ces traversées? Pourquoi vous, en tant que musicien de kora, qui vient d'une tradition très très forte et très ancrée dans notre patrimoine culturel, vous avez senti le besoin de faire toutes ces traversées? Oui, il est au fait dans l'historique ou l'histoire des griots, le griot est ce qu'on appelle aussi un nomade. Le griot pouvait partir de son village jusqu'à d'autres villages, prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et aussi, c'est dans la quête aussi du savoir, mais aussi dans l'esprit aussi du partage. Et cette opportunité aussi nous est donnée à travers cet instrument pour mieux aussi parler de nos traditions et de nos cultures, mais bien entendu en nous ouvrant aux autres horizons pour apprendre aussi ce qui nous vient d'ailleurs pour pouvoir aussi les partager chez nous. Mais vous avez fait plus que ça. Hein? Vous êtes l'un des seuls joueurs de kora au monde qui a eu autant de partenariats. Et ces partenariats sont toujours uniques et exclusifs. Un duo trompette-kora, c'est jamais entendu. Un duo accordéon kora, on n'en avait jamais entendu parler. Comment viennent ces idées? Est-ce que c'est juste au hasard d'une rencontre ou bien il y a quelque chose de plus profond qui vous pousse à faire cela? Oui, mais au fait, on a tous des rêves. Et je pense que le fait de grandir, par exemple, à Saint-Louis, aux côtés du festival de jazz aussi de Saint-Louis, donc le fait d'entendre tous ces musiciens qui nous viennent d'ailleurs, donc ça nous donne beaucoup de possibilités. Et donc je suis quelqu'un de vraiment très disponible, par exemple, très ouvert. Je n'ai pas le complexe. Chaque fois que j'entends il y a un musicien qui vient, je prends ma kora, je pars pour faire des jam sessions ou des rencontres parce que je sais que ça ne peut être que bénéfique pour moi. Et donc, comme j'ai horreur, comme on dit, de rester juste de camper sur le côté vraiment traditionnel, pur et dur et sans s'ouvrir, si je continue comme ça, je pense que même moi, j'allais étouffer même notre propre tradition. Et donc, il est bon de ces rencontres, de ces idées qui nous viennent à travers ce qui nous a été légué. Bien entendu, ça permet aussi notre kora, notre tradition, notre culture aussi, d'aller dans d'autres horizons. Donc les idées me viennent, j'ai des rêves comme chacun, mais pour moi, ce qui est encore le plus important, c'est qu'il y a beaucoup d'instruments. Derrière les instruments, il y a les hommes.
Donc des fois, on essaie des expériences qui ne marchent pas, où il y a des moments où ça arrive. Donc je pense que moi, j'ai été béni. Donc pratiquement toutes les rencontres que j'ai faites, c'est avec le bonheur. Et je pense qu'il n'y a pas de secret. Le secret est que je fais des choses que j'aime. Si je n'aime pas, je ne vais pas m'aventurer. Pour la musique, je dis, moi, je refuse de faire de la musique dans la souffrance. Quand on vous approche et quand on entend votre musique, il y a un mot qui me vient à l'esprit, c'est vérité, être vrai. Et je crois que votre personnalité le démontre, tout ce qui vous côtoie, voit quelqu'un d'extrêmement humble, de très sincère, de très vrai. Et il y a une genre de vérité dans votre musique. Est-ce que j'interprète correctement votre musique? Vous savez, quand on connaît l'histoire de la kora, on dit il faut que, quand elle est jouée, il faut que ça apporte la paix dans le cœur et l'âme des hommes. Et moi, pour pouvoir atteindre le cœur des hommes ou l'âme des hommes, il faut que je puisse, moi, prendre du bonheur personnellement. Et j'essaie d'être toujours lié à cet instrument. Et les messages que je veux donner ou que je veux transmettre à travers la kora ou à travers ma voix, c'est des choses que je souhaite d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, d'ici 20 ans, quand on l'écoute, qu'on se dise c'est comme c'est aujourd'hui que ça vient. Donc je pense que quand on ouvre la bouche, comme on dit, il faut qu'on puisse sortir des choses qui peuvent être bénéfiques pour cette population parce que personne n'a le monopole de la vérité. Mais je pense que j'essaye peut-être de dire ma propre vérité. Non, vous dites votre vérité de manière très convaincante. Vous avez des chansons comme Dem Dem, et des chansons qui parlent beaucoup du social. Tournons un peu et parlons un peu de comment vous voyez la société dans laquelle vous vivez et comment cette société influence un peu le contenu de vos chansons. Vous avez parlé de l'immigration, vous avez parlé de la jeunesse, vous avez parlé d'un certain nombre de choses dans vos chansons. Comment est-ce que les phénomènes de société se traduisent dans le contenu de vos chansons? En fait, le griot à la base aussi, c'est vraiment un messager. C'est un messager, c'est l'oreille du roi, c'est le porte-parole du roi, c'est aussi la voix du peuple. Les choses que j'écris, c'est des choses que je vis quotidiennement, c'est mon environnement. Mais j'ai une écriture qui est un peu spéciale, peut-être c'est la paresse. En fait, pratiquement, c'est rare que je me force à vraiment à écrire, parce que je pense que je ne suis pas doué. Mais une chose est sûre, il y a toujours quelque chose autour de moi qui me dit, tu dois chanter ça. Et quand ça arrive, je le chante. C'est les choses que je vis naturellement. J'ai cette influence. Et en dehors de cela, donc, ça fait partie aussi de ma mission en tant que griot, de parler des choses qui ne vont pas, mais non seulement des choses qui ne vont pas, mais aussi de dire des choses aussi, comment ça pourrait être aussi. C'est comme sur une des chansons, je dis, vous avez besoin de moi j'ai besoin de vous. C'est-à-dire, quand vous venez au monde, vous êtes accueillis. Et quand on doit quitter ce monde, on souhaiterait d'être accompagné. En cherchant que tout seul, on ne peut rien faire. Ensemble, on peut faire beaucoup de choses. Et c'est des choses qui m'habitent tout le temps et qui m'aident aussi à l'écriture. Maintenant, quand je résume plus ou moins les chansons que j'ai écrites, je vois beaucoup de choses qui parlent de la paix, qui parlent de l'amour. C'est vraiment ça. Et donc, du coup, en revisitant mon propre histoire personnelle, peut-être les gens qui me connaissent ou peut-être qui connaissent mon histoire, ils diront qu'Ablaye ne pouvait pas faire autrement. Voilà. Dans une conversation, vous m'expliquez que vous jouiez 10 heures par jour pendant de nombreuses années. J'ai appris beaucoup dans une conversation que nous avons eue, quand vous m'expliquez que les classiques de la kora, des fois on a besoin de 15 ans de pratique pour les maîtriser. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu aux auditeurs cet apprentissage, comment se fait-il? Je pense que dans toute matière, il faut une rigueur. Il faut une rigueur qui prend beaucoup de temps. Comme nous qui sommes nés dans ces grandes concessions, où non seulement on est griot, mais on est appelé à porter tout cet héritage que nos anciens nous ont légué
Et c'est avec une grande fierté qu'on doit vraiment le représenter. C'est vrai, en fait, on peut apprendre à jouer de la kora, mais on fait la distinction entre l'apprentissage et la transmission. Donc, dans l'apprentissage, en fait, il y a une façon d'apprendre la kora. Par exemple, il y a des courbes, hein, il y a des courbes qu'on peut expliquer. Il faut beaucoup d'années, 15 ans ou même peut-être plus. Et même pour dire même, il y a des pièces même qu'on apprenne à jouer, dès qu'on sait le jouer, et puis le papa nous dit, comme que vous savez le jouer, arrêtez, ne le jouez plus tant que vous n'en avez pas 40 plus. Tu vois? Parce qu'il y a des traditions, il y a une rituel, il y a des choses qu'il faut aussi, il y a des codes qui sont là. Maintenant, si on rate cette base, on peut être très bon techniquement, on peut jouer mais majestueusement, mais on a des lacunes. Il y a certains moments, après, très vite, on va découvrir. Et pour apprendre la kora, donc, on a cette courbe qui met beaucoup d'années, mais parmi cette grande courbe-là, il y a d'autres courbes. Il faut commencer par cette courbe qui va vous permettre, avant d'atteindre cette grande courbe, déjà vous allez maîtriser les petites pièces, ainsi de suite, jusqu'à arriver à cela. Et donc ces pièces sont destinées, par exemple, à nous, qui sont appelés à prendre le flambeau. Et quand on apprend dans ces grandes cours, donc il y a nos oncles, il y a nos cousins qui nous viennent d'ailleurs, mais là on est sous l'œil du patriarche. Et c'est eux, ils peuvent arriver à dire par exemple, celui-là ou celui-là, peut-être lui, il va prendre le flambeau. Donc il y a des choses qu'on va lui transmettre par rapport aux autres. Mais pour juste dire, il ne faut pas rater la base. Toute chose a une base. Et donc ce qui fait que même dans l'écriture ou les disques qu'on fait, il est obligatoire, si on fait 11 pièces à peu près, donc il est important, même si c'est une chanson, qu'elle soit traditionnelle, qu'on puisse le jouer, même si c'est avec des arrangements, mais pour qu'elle puisse rester toujours à la surface. Sinon, elle va disparaître. Donc pour nous, la base, elle est très importante. Donc nous nous étalons pour que les gens qui sont intéressés à la kora, c'est très bien. Si quelqu'un qui joue de la kora, il faut qu'il puisse être en mesure de connaître l'histoire de la kora. S'ils ne le connaissent pas, comment il peut la représenter? C'est la question qui se pose. Non, c'est impressionnant. Il y a tout un caractère ésotérique autour de la kora. Pour nous qui ne connaissons pas la kora, on entend souvent dire qu'il y a des choses très profondes au niveau de la kora. Et puis un peu, il parle de la kora comme d'un être humain presque. Elle est vivante. Hein? Elle est vivante. Hein? Et pour nous, on est toujours étonné qu'on entend des joueurs de kora comme toi qui viennent d'une tradition très forte nous parler de la kora comme d'un être vivant. Parce que bon, pour nous, c'est un instrument qui vit. Je crois que c'est une autre conversation qu'on pourrait avoir sur la vie. Si je peux parler d'un autre aspect de ce que vous faites qui est important, qui est tout l'aspect pédagogique et tout l'aspect de diffusion de la kora à travers le monde, mais également de présentation d'autres instruments à cordes aux populations africaines qui ne les connaissent pas. Vous avez mis sur pied un festival qui est extrêmement impressionnant, qui s'appelle Autour des cordes, et qui regroupe des joueurs du Moyen-Orient, des joueurs d'Asie, des joueurs d'Afrique, des joueurs d'Amérique latine, et qui sont tous unis par le fait qu'ils jouent un instrument à cordes. Et parlez-nous un peu de la genèse de ce festival et un peu de comment ça évolue et les perspectives que vous voyez pour ce festival. Autour des cordes, c'est comme on dit un vieux rêve qu'on est arrivé à mettre en place. En fait, ce festival parle ces cordes qui nous lient, nous les humains, qui lient aussi les continents et qui lient aussi l'histoire. Avec l'expérience que j'ai eue à travers les tournées que je fais, de voir ce qui se passe ailleurs. Et je sais qu'aussi beaucoup d'instruments africains à cordes ont disparu parce qu'il y a aussi un problème de transmission. Je dis ici aujourd'hui, moi ou un autre pourrait peut-être ne pas vivre de son instrument, qu'il soit gris ou pas, il ne va pas transmettre. Et si ces instruments disparaissent, pour moi, c'est toute une planète qui disparaît. Et donc, on serait, nous, responsables pour la future génération, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on leur laisse en fait? On ne leur laisse rien du tout. Ce qui fait que beaucoup de gens aussi, sur les traditions et cultures, font que, voilà, ceux qui ne connaissent pas leur histoire,
c'est un peu difficile aussi. Il y en a qui ont les moyens de connaître. Et donc ça nous a vraiment poussé de mettre ce festival en place. Et Saint-Louis est un exemple de la civilisation, où tout le commandement de l'Afrique, tout ça, etc. partait. Et donc je voudrais, à partir de Saint-Louis, qu'on puisse s'arrêter là-bas un moment et ouvrir toutes ces fenêtres et voir le monde. Et voir le monde. Et ceci aussi, la possibilité que nous, on a, que d'autres pays découvrent notre tradition et notre culture, nous aussi, même si on n'a pas les moyens, on doit essayer de rendre des choses possibles pour qu'à partir de là où nous sommes, nous puissions voir le monde. Parce que c'est un très bel univers aussi. Il y a des instruments extraordinaires. Quand on vous présente des instruments, par exemple, on vous dit le setar. Cet instrument a plus de 3000, 4000, 5000 ans. C'est-à-dire, on me dit comment cet instrument a pu traverser tout ce temps. Voilà. Et si nous faisons aussi d'ouvrir aussi notre population la plus jeune, particulièrement, pour aussi s'acquérir des musiques qui nous viennent d'ailleurs. Parce qu'on a tout à y gagner. On a tout à y gagner. Et maintenant, on s'est rendu compte qu'au bout du 3e édition, c'est comme si on a 10, 15 ou 20 ans de festival, parce que les retours qu'on a, les retombées qu'on a, parce que Saint-Louis aussi c'est une ville touristique. Donc ce qui fait à cette période-là, je n'ai pas les outils vraiment pour mesurer, mais les retours que j'ai me disent que je ne me suis pas trompé. Donc continuons aussi à promouvoir. Et ce festival aussi, en dehors des instruments ou des cordes, c'est lié aussi au patrimoine historique aussi. Parce que Saint-Louis, c'est aussi des sites, des maisons fermées, remplies d'histoire, où quand même la population saint-louisienne ne connaisse pas. Et donc on essaye d'amener ces rencontres, ces performances dans ces sites, bien sûr fermés, mais à ciel ouvert. Et là, les gens découvrent autrement. Et donc, il y en a qui disent que comme je le fais sur 3 sites, il y en a qui disent que il faut qu'on arrive à faire 4 sites, 5 sites, 6 sites. Je dis, c'est mon souhait. C'est mon souhait. Mais voilà, c'est pas facile. Mais allons-y petit à petit. Voilà. On ne peut pas terminer cet entretien sans parler de votre école de kora. Vous avez été le seul à avoir une vraie école de kora en Afrique de l'Ouest. Il y a des écoles traditionnelles qui sont créées dans les concessions, etc. Mais une école qui est structurée comme la vôtre, je ne pense pas que ça existe. Parlez-nous un peu de votre école. Vous avez parlé d'enseignement, de transmission. Donc, ce projet d'école que vous avez mis en place, je crois, s'inscrit dans cette dynamique. Hein? Oui, en fait, même si on parle toujours de mon apprentissage, donc j'ai appris traditionnellement, mais j'ai aussi eu la chance d'aller au conservatoire aussi. Donc c'est pour que demain, si les autres disent que j'ai mon bac, moi aussi je dis, moi j'ai mon diplôme de kora. Voilà. Ça aussi, c'est aussi un rêve. C'est pas parce que je joue bien ou je joue, c'est vraiment ça. Je sais que c'est des endroits où vraiment il y avait ces concessions. Maintenant, avec l'urbanisation, donc ceci n'est plus possible. Ceci n'est plus possible. Et donc moi, mon souhait, c'est que la kora puisse être accessible. Accessible comme la guitare. Aujourd'hui, la guitare est partout dans le monde. Même s'ils ne connaissent pas, la plupart ne connaissent pas d'où vient la kora. Par exemple, excusez-moi, la guitare. Et donc, moi, mon vœu, c'était ça. Maintenant, on peut avoir beaucoup de maisons, on peut avoir beaucoup de sites, mais le plus important, c'est le contenu. Et donc, pour moi, je sais que je n'ai pas brisé cette chaîne. J'essaie de le mettre le mieux que je peux et que pour que la kora puisse être accessible pour les garçons et pour les filles aussi. Et quand on questionne les jeunes joueurs de kora qui ont joué aussi autour des corps, tout ça, il y en a, la plupart ils disent que ouais, moi je veux être comme tonton Ablaye, comme tonton Ablaye, comme tonton. Moi je dis, jouer, moi je ne suis pas là, c'est pas de vous faire des musiciens. Mais pour moi la priorité c'est de rester à l'école. Et pour moi aussi c'est une façon, le fait de mettre cet espace en place, il faut qu'il soit aussi un projet pilote et que ça interpelle aussi beaucoup de musiciens locaux.
surtout ceux qui ont réussi dans la musique. Il faut que ces gens-là aussi puissent aider la musique. Si moi j'arrive à mettre cela et qu'un autre aussi arrive à mettre une école de Ngoni, une école de Bolon, etc., bientôt il y en aura beaucoup de choses. Mais je suis avec l'accord, bien sûr, avec l'accord de mes parents, pour ne pas dire mes ancêtres. Donc moi je suis vraiment dans la continuité. Et donc pour cela, donc, je suis aidé par aussi, il y a mon frère qui est là-bas aussi, qui donne des cours, que je le seconde quand je suis là. Mais on fait aussi cours de kora et cours de chant aussi. Parce que non seulement les enfants, il y a ce qu'on appelle les djali moumounais, c'est-à-dire on dit les griots muets. C'est-à-dire il y a beaucoup de griots qui ne chantent pas, ils font que jouer. Et donc moi je dis, il faut qu'on puisse aussi chanter. Et donc en chantant, les enfants qui sont là, non seulement ils apprennent à jouer, mais ils apprennent aussi l'histoire de la kora, ils apprennent aussi toute une tradition. Et en dehors de cela, cet apprentissage, on les apprend aussi à lire le solfège. Mais c'est des choses différentes. Donc l'idée, c'est vraiment qu'eux, qu'ils arrivent à faire le lien entre la tradition et cette moderne. Et parce que moi, je ne lis pas la musique. Quand je ne lis pas la musique, les gens, ils sont étonnés. Mais voilà, c'est comme ça. Mais j'arrive à comprendre un peu plein de choses. Mais je donne aussi la possibilité à ces plus jeunes d'apprendre aussi la kora traditionnellement, d'apprendre le solfège aussi. Et je pense qu'ils sont en bonne voie. Et cette année, j'ai eu ma première bachelière aussi. Oui. Bravo. Voilà. Bravo, félicitations. On va terminer par une dernière question. C'est votre projet actuel avec Cyril Breteau. Il semble que ce projet marche très bien, que c'est une combinaison qui est assez inédite et qui accroche beaucoup. Comment vous voyez ce partenariat? Quels sont les projets que vous avez ensemble? Oui, Cyril aussi, c'est quelqu'un de très exceptionnel. Il a pratiquement la même histoire que moi aussi. C'est quelqu'un aussi qui est en train de propulser, qui défend bien l'accordéon, qui veut le faire aussi découvrir autrement. La rencontre avec Cyril tout de suite, c'est comme si quelqu'un que je connaissais pendant des années, cette gentillesse, cette douceur, cette façon de jouer, dit que voilà, si Dieu nous prête vie, Inch'Allah, donc on aura l'occasion de continuer ensemble. Donc je pense qu'on a encore un long chemin à faire ensemble. En tout cas, c'est mon pote, je le garde. Quoi. En tout cas, je vous souhaite bonne chance pour cette collaboration qui nous a tous impressionnés. Votre dernier album a connu un succès énorme et je crois que toutes les personnes qui découvrent ce duo veulent en avoir plus. Donc je suis sûr que cette collaboration va certainement donner d'autres fruits. Je voulais simplement vous remercier d'avoir pris le temps de venir nous parler. Je sais que vous devez tout de suite prendre l'avion pour retourner au Sénégal après une longue tournée. Mais encore une fois, merci beaucoup, Ablaye, pour votre contribution au développement de la musique traditionnelle, mais surtout de s'assurer qu'elle ne meurt pas et qu'elle embrasse ce que l'extérieur peut apporter à nos traditions. Mais c'est moi qui vous remercie, qui nous donne aussi l'opportunité de parler de notre tradition et de notre culture. Et on vous félicite aussi pour tout le travail que vous faites avec toute votre équipe. Vraiment, on est très heureux de venir ici et dès qu'on arrive, on vous envoie du soleil parce qu'il fait froid ici. Merci, Merci beaucoup. Merci beaucoup.